L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va se plonger dans la 3e saison de Paysage. Découvrir des bateaux innovants fabriqués en Isère et célébrer les 1 an de la Chouette dorée. Et pour parler de ces sujets, je reçois Hélène Debruyère et Elisa Tisser. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes membre du collectif de la Chouette dorée qui regroupe des créatrices grenobloises. En face de vous, Mathieu Bonnier, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Créateur de Lightboat, une société qui construit des bateaux un petit peu particuliers. On verra ça dans quelques instants. Et puis, dernier invité de cette émission, Patrick Curteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du département de l'Isère en charge de la culture et du patrimoine. Le département qui vient de lancer il y a quelques jours la 3e saison de l'opération Paysage. On avait eu l'hiver, on a eu l'automne et maintenant, évidemment, c'est le printemps. Vous pouvez nous rappeler le principe de cet événement ? Alors, quand le département a décidé de lancer Paysage il y a un peu plus de 2 ans et demi, donc l'idée c'était de faire découvrir, faire prendre conscience aux habitants de nos départements, mais aussi aux départements voisins et nos visiteurs, de la diversité, de la richesse des paysages de l'Isère, que ce soit un département qui fait 7400 km² avec de la haute montagne, de la moyenne montagne, les plaines marécageuses du Nord-Isère, la vallée du Rhône, et toutes les plaines du centre de l'Isère, la Bièvre, toutes ces régions. Et c'était l'idée de départ. Alors naturellement, ça s'est enrichi au fil du temps. Donc de mettre en avant ce patrimoine, c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas conscience, mais c'est une petite France, l'Isère, avec les différents styles de patrimoine naturel qu'on peut y trouver. Ça se passe par des événements culturels, beaucoup d'expositions, j'imagine ? Des expositions, des concerts, des installations, des performances. La saison 3 qui vient de démarrer, on a à peu près 200 représentations différentes. Alors dans ces représentations, je mets tout ce que je viens de citer. Donc il y a le choix. Alors on voit quelques images de la saison précédente, d'hiver, et notamment de Snow Art à l'Alpe d'Huez, des créations assez étonnantes. C'est aussi un peu le but de cet événement, c'est de surprendre. C'était des installations de feu qui avaient été mises en place dans le parc du Jardin de Ville à Grenoble. Dans le parc du Jardin de Ville, avec des trompes d'eau pour les accueillir. Sur la fin. Mais bon, le feu a pu être vu. Donc, et je crois qu'on a aussi surpris les spectateurs, les habitants, quand ils sont venus voir le lancement de la saison 3 à Voiron, donc il y a une dizaine de jours, sur l'église Saint-Bruno, avec la performance d'Antoine Le Ménestrel, une sorte d'acrobate, danseur, sur la façade de l'église. C'est lui qu'on voit là, en tenue de gala, en train de grimper un des fleurons du patrimoine voironnais. Spectacle insolite qui a plu d'ailleurs au public et qui marque bien l'association que vous faites entre des propositions culturelles et puis la mise en valeur aussi de notre patrimoine bâti. Alors, mise en valeur du patrimoine, mais je crois que quand les habitants de nos territoires, ils sont chez eux, ils prennent pas forcément conscience de la richesse de ce qu'ils ont sous leurs yeux. Il n'y a pas besoin de faire des dizaines de milliers de kilomètres, d'aller dans les îles lointaines ou ailleurs. En Isère, on a ce qu'il faut. Alors, on n'a pas les îles lointaines, mais on a les montagnes, on a des lieux absolument fabuleux en matière de richesse patrimoniale. Et naturellement, on a le patrimoine bâti sur l'ensemble du département. Et l'église Saint-Bruno à Voiron, c'est un de ces lieux du patrimoine bâti d'une richesse extraordinaire, parce que ce que les gens ont vu l'autre jour et ce qui a été vu après sur vos écrans, donc a permis de voir, de découvrir peut-être pour certains d'entre eux ce qu'est l'église Saint-Bruno à Voiron. Et Hélène, ça vous parle, Antoine Le Ménestrel ? Ça a été un grimpeur de haut niveau avant de devenir un artiste. Pantalon esca. En plus, il avait un pantalon escar. Ah bon, ben voilà. Si c'est Hélène qui habille, ça me parle. Léger le pantalon, c'est ce que j'ai vu dans les images. Bon, c'était le printemps, donc il était en tenue estivale. On parle de spectacles effectivement insolites, surprendre les gens. J'ai pris au hasard, parce qu'il y a beaucoup d'événements dans le cadre de Paysage, mais j'ai pris cette expo qu'on est en train de voir, qui se déroule en ce moment au Vogue à Fontaine. C'est une salle d'exposition d'art contemporain. Et c'est un créateur qui a collecté toutes les affichettes qui annoncent les animaux perdus. On trouve ça dans les boulangeries, dans les magasins, quand on a perdu son chat ou son chien. Je ne pensais pas qu'on pouvait en faire une collection artistique, mais visiblement, ça plaît beaucoup et ça surprend en tout cas les visiteurs.
On peut peut-être faire un parallèle d'ailleurs avec l'installation qui a été faite dans le parc du château de Visil, avec les installations de Victoria Klotz. Donc ce sont des mâts qui font plusieurs mètres, je ne sais pas, peut-être 10-15 mètres, et au sommet desquels sont représentés des animaux, on va dire des animaux polaires. Donc il y a un renard des pays du Nord, renard des neiges, hibou, etc. Est-ce que c'est peut-être la correspondance entre les deux? Les animaux sont aussi présents dans cette saison 3 de Paysage. L'expo du Vogue à Fontaine, c'est Alban de Châteauvieux et c'est à voir jusqu'au 11 mai. Le programme, alors il est dense. Il faut évidemment prendre le temps de rentrer dedans. Il y a 200 événements jusqu'au 22 juin. Symboliquement, c'est la fin du printemps. Il y a des événements tous les jours, mais il y a aussi des temps forts. On a vu le premier à Voiron. Le second aura lieu ce dimanche dans le Grésivaudan. Donc le second aura lieu à Fort-Barreau ce dimanche-là, le 7 avril, avec alors une multitude de concerts. Donc, dans le cadre des Tours de Babel, il y a un concert également de la formation L'Arbre-à-Son, donc qui est on va dire un concert un peu particulier, puisque c'est un concert avec des troncs d'arbres, du bois. donc, on caresse ces troncs d'arbres, ça fabrique des sons. Donc, après, on peut faire des sons avec beaucoup de choses. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais avec beaucoup de choses. Donc ça, c'est le deuxième temps fort. Le troisième aura lieu donc à la Tour du Pin. Et le dernier temps fort, donc c'est, vous l'avez dit, le 22 juin, avec la fin de la saison 3, en Matésine, dans le village Lavaldins, avec les transhumances. Ouais, alors, si on suit tous les temps forts de Paysage, on se balade effectivement sur tout le territoire, dans des lieux patrimoniaux. On vient de voir le Fort Barreau, que Mathieu connaît peut-être bien, parce que son entreprise est implantée à quelques kilomètres de cet ancien fort. À Pontcharrat, oui. À Pontcharrat. Au pied du fort, oui. Bon, il domine la vallée du Grésivaudan, Fort Barreau. Et donc, ce dimanche, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, cet événement? Pratiquement toutes les manifestations qui sont organisées dans le cadre de Paysage, je veux dire 97-98% sont gratuites. Donc, il suffit de se procurer le document, le petit fascicule qu'on doit trouver un peu partout, qu'on trouve dans les maisons du département sur le territoire. Et après, on peut choisir, on peut faire son programme, sachant qu'on a 4 territoires focus, mais il y a des manifestations dans l'ensemble du département de l'Isère. Bon, je sais que vous étiez curieuse, mesdemoiselles, d'entendre le son des arbres. On va écouter quelques secondes ce duo de sculptures sonores signé José Lepiez, qu'on pourra donc découvrir ce dimanche à Fort Barreau. Voilà, étonnant, c'est effectivement. Je pense que dans le cadre de ce fort, ça prendra une dimension particulière. Là, ils ont donné un concert il y a quelques jours, toujours dans le cadre de l'événement, à l'Hôpital Sud, à Grenoble. Plusieurs dates. Voilà, plusieurs dates. Il y aura également la veille des machines à chuchoter au Marais de Montfort, dans la plaine de Crolles, pour les habitants du Grésivaudan qui veulent profiter de ces 2 jours pour découvrir des propositions culturelles assez insolites. La saison 4, j'imagine, ce sera l'été. Elle est déjà programmée? La saison 4, ce sera l'été. Alors, elle est programmée. La programmation n'est pas faite, mais la saison 4, elle va démarrer les dates. Au mois de juin. Ce sera été... Oui, c'est fin juin l'année prochaine, jusqu'à la fin du mois de septembre. Et la saison 4 va tomber d'abord avec le 40e anniversaire de Jazz à Vienne, en plein dedans, et qui sera suivi au mois d'août par la nouvelle édition du Festival Berlioz. Bon, ça, ce sera pour l'été 2020. Donc, vous êtes un élu chanceux, Patrick, parce qu'en ces temps de réduction budgétaire, je crois que le budget de la culture en Isère que vous gérez n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années. Alors, le budget de la culture, quand nous avons été élus avec Jean-Pierre Barbier en 2015, se montait à 19 millions d'euros. Ce n'est pas un gros budget, mais c'est un budget important. Et cette année, il est à 38 millions d'euros. Donc, il a doublé. Ce qui vous permet de partir sur des projets ambitieux. Et également, vous avez lancé il y a quelques jours la réhabilitation du palais du Parlement, l'ancien palais de justice, place Saint-André, que beaucoup d'habitants de l'agglomération connaissent, qui est plus ou moins abandonné, en tout cas sans objet, depuis
nombreuses années. Sans objet depuis 2002, je crois, quand la justice a décidé de quitter le Palais du Parlement. Alors actuellement, on n'a pas de projet lancé de manière effective, mais on est en train de travailler à ce qui va être fait, sachant qu'il y a des parties patrimoniales au sein du Palais du Parlement qui resteront propriété du département et dans lequel on va installer donc à terme le musée de la résistance à la déportation, sachant qu'on n'a pas pu l'agrandir sur le site actuel. Donc, il sera transféré donc, dans le Palais du Parlement. Le reste du Palais du Parlement faisant partie d'un projet public-privé et qui sera consacré à la construction, enfin à l'aménagement de logements et également donc de commerce, restaurants, etc. sur le site. Alors, pour redonner vie à du patrimoine un peu délaissé, c'est effectivement une initiative valorisante. Mathieu, on va changer complètement de sujet. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez donc créé une société dans la vallée du Beaugrésil-Vaudan, à côté de Fort-Barreau, à Pontcharra. La première fois où vous êtes venu sur le plateau de Télé Grenoble, c'était il y a plus de 10 ans. Je pense que vous vous en souvenez. C'était pour nous commenter ces images. Rappelez-nous un peu ce que c'est là. Ça, c'était il y a 10 ans, en fait, presque exactement. Ouais, c'était mars 2009. Oui. L'arrivée j'ai traversé l'Atlantique sur un petit bateau à rame, en solitaire, donc voilà, c'était... 4500 km, vous étiez parti du Sénégal pour arriver jusqu'en Guyane. Voilà. 43 jours, je crois, à ramer tout seul au milieu de l'océan. Exactement. Alors, c'est une barque un peu améliorée, mais c'est pas bien grand non plus. Hein. Il faut y passer jour et nuit sur cette petite mode. C'est une prison. Hein. Il y a 2 mètres carrés pour vivre. On vous voit là, d'ailleurs, dans votre prison. Alors, une prison dorée, puisque c'est un choix que vous aviez fait à l'époque. C'était une compétition, c'était une course. Vous étiez une vingtaine au départ. Voilà. Oui, ça facilite quand même. Je me suis inscrit parce qu'il y avait une course, donc il y avait une infrastructure, mais c'était quand même à voir avec une prison, parce que finalement, on est quand même enfermé. On a beau avoir de l'espace autour de soi, on est pendant 43 jours dans un espace limité. On vous voit d'ailleurs prendre pied là, après votre arrivée. Vous avez terminé 2e de cette épreuve. On a l'impression que vous êtes un petit peu, déphasé. Pour le moins. C'est le but. Hein. C'est le but de ce genre d'expérience. Ça reste une bonne expérience que vous avez fait, ou comment vous le vivez aujourd'hui, 10 ans après ? Oui, une expérience très dure, pas sur le plan physique, mais sur le plan mental. Sur le plan physique, ça va, on tire pas de séquelles, mais sur le plan mental, c'est un exercice difficile. Hein. On est face à soi-même, on s'ennuie. J'avais pas trop préparé cet aspect-là. C'est quelque chose d'important. Ouais. Ça vous avait pas calmé pour autant. Je crois que vous êtes reparti peu de temps après pour 6000 km dans les... Oui, mais là c'était moins ennuyeux parce qu'il y avait des montagnes, il y avait vous étiez au niveau du cercle polaire. Là, l'Atlantique, c'est assez monotone. La météo, les vagues, c'est un peu toujours pareil. On voit pas de bateaux, peu d'animaux. Et c'est assez dur parce que la rame, c'est lancinant, c'est tout le temps le même effort. Et puis, on peut pas faire en solitaire. Les discussions sont limitées. Voilà, exactement. Bon, ça, c'était il y a une dizaine d'années. Vous êtes resté sur l'eau pour créer votre entreprise Lightboat, installée à Pontcharra. Vous concevez des bateaux, des avirons Des bateaux d'aviron, oui. Qui sont innovants, c'est-à-dire l'aviron, c'est un sport plutôt d'élite, jusqu'à ce jour qu'on pratique en club et on ne peut pas posséder son bateau. Moi, j'aimais bien ramer, donc j'ai cherché un bateau pour moi, je ne l'ai pas trouvé, donc... À l'époque, je cherchais une nouvelle orientation professionnelle et j'ai créé l'entreprise Lightboat. Et on essaie de proposer des bateaux pour monsieur tout le monde. Tout le monde peut se mettre à l'aviron sur un bateau super stable et très léger, ce qui n'existe pas. Donc on a une clientèle, ce sont des clubs qui sont intéressés pour toucher un nouveau public, un public débutant ou un public senior ou un public de gens... Qui en termes de santé sont pas au top ou des gens très jeunes et on intéresse des particuliers qui ont une maison à la mer ou qui ont toujours eu envie de ramer. Ils ont la particularité d'être plus stable, on va dire, que des avirons classiques. Voilà, beaucoup plus stable. Vous voyez la forme, c'est un bateau un petit peu plus étroit mais qui glisse quand même super vite. Donc on a quand même le plaisir de la glisse, hein, qui est un plaisir de tout âge et universel, et parce qu'ils sont super légers.
vous avez une gamme, on va dire, loisirs pour monsieur tout le monde, mais vous avez aussi une gamme compétition. Je crois que vous avez des bateaux qui ont brillé dans les grands championnats internationaux. Oui. Il y a l'aviron de mer qui se développe, donc ça ressemble un petit peu à ces bateaux-là. Donc on a fait une gamme d'avirons, de bateaux d'aviron de mer. On peut faire des compétitions en solo, en double ou à 4. Et là, il y a une jauge là, avec la Fédération internationale d'aviron, donc les bateaux ont tous certaines dimensions, certaines caractéristiques. Ouais, on a des super bons résultats. On a eu un bateau champion du monde, on a eu plusieurs bateaux vice-champions du monde au dernier championnat du monde d'aviron. Voilà. Alors, fabriquer des bateaux au milieu des montagnes, c'est pas mal. Vous avez installé votre entreprise dans le Grésivaudan. On voit vos ateliers. Vous fabriquez tout sur place? On fabrique absolument tout sur place. Alors pourquoi je me suis installé? Je suis grenoblois, mais il y avait une vieille usine désaffectée. Pour faire des bateaux, vous voyez sur les images, il faut beaucoup de place, même si les moules sont assez volumineux. Donc j'ai trouvé une opportunité de m'installer dans une usine désaffectée. Et la particularité, c'est qu'il y a une ancienne verrière. Donc c'est important quand on fabrique des bateaux de bien voir le détail. On a une lumière naturelle assez intéressante. On voit que vos équipes travaillent à la main. Ça, c'est des bateaux artisanaux. Exactement. Alors, on est entre deux mondes. Un monde super high-tech parce qu'on fait du carbone, on a des techniques de fabrication sous vide, etc. C'est quand même high-tech. Mais en même temps, c'est un métier complètement manuel de couturière, où finalement mes collaborateurs, ils sont avec des ciseaux pour couper des morceaux de tissu. Et d'assembler des morceaux de tissu. Donc on est à la limite d'un ancien monde, je dirais, et puis du nouveau. Quoi. Vous sortez combien de bateaux par an? Donc on va faire cette année 300 bateaux. On exporte 85% de notre production à l'étranger. 85%, ce qui vous a d'ailleurs permis, il y a quelques jours, de remporter le prix Star et Métiers de l'exportation. Alors, Star et Métiers, c'est un concours organisé par la Chambre régionale des métiers, de l'artisanat et les banques populaires. On vous voit là sur scène pour récupérer votre trophée. Ça permet de promouvoir l'excellence et l'innovation dans les métiers de l'artisanat. C'est important, quand on crée une entreprise, d'être reconnu un peu par un milieu professionnel? Bah oui, c'est toujours sympa de recevoir des prix, c'est challenging. Oui, ça encourage toujours toute l'entreprise. Oui. Bon, vous n'étiez pas le seul à récompenser au cours de cette soirée. Il y avait d'autres entreprises artisanales de la région. Si j'en parle, c'est que cette soirée Star et Métiers, Télé Grenoble en était partenaire et on vous la proposera en intégralité ce vendredi à 21h sur notre antenne. Donc vous retrouverez Mathieu dans un format un peu plus long et puis d'autres lauréats. Ce trophée-là, vous le mettez à côté de vos trophées sportifs ou la vie de défi et tout ça, vous l'avez un peu mise de côté aujourd'hui? Tenir une entreprise, c'est un sacré défi aussi. Vrai. Donc c'est pareil. Il y a pas de... Vous êtes combien aujourd'hui à Lightboat? On doit être un petit peu plus de 10. On est 11 personnes. J'aimerais bien qu'on soit plus nombreux, mais j'ai un mal fou à recruter. Les métiers manuels, finalement, ça intéresse plus grand monde. Et on a vraiment du mal à recruter. C'est ma préoccupation première. Il faut une formation particulière? Si les gens nous écoutent et ont envie de se lancer dans l'aventure, ils peuvent me contacter. C'est l'implication et effectivement des gens qui aiment bien le travail bien fait. Il faut être soigneux. Mais on est capable de former les gens, oui. Hélène, tout à l'heure, j'ai entendu Mathieu parler de couturier. Pourquoi pas? Si vous cherchez à vous recycler... Si je mets des motifs, ça marche. Ça peut être un projet intéressant. On va terminer avec vous, mesdemoiselles et créatrices de la Chouette Dorée. C'est le nom de la boutique que vous avez créée il y a un an à Grenoble. Ce Chouette Dorée, c'était quoi, un clin d'œil avec le Grand-Duc de Chartreuse? Oui, alors c'était un peu compliqué. On était 4 au départ, créatrices, et pour trouver un nom qui mettait en valeur nos démarches, on n'a finalement pas réussi. Donc on s'est lâché. Oui, on s'est dit, la Chouette Dorée, ça n'a rien à voir, mais c'était un nom assez ludique qui nous a plu, sans plus d'explications. Alors Hélène, la boutique est dans le quartier Championnet, on voit des images. Vous êtes combien à participer à ce projet collectif? On est 5,
4 à la base et Julia Bell qui nous a rejoint aujourd'hui, qui fait sa première permanence. Donc on a Elisa, qui est la maroquinière, qui fait tout ce qui est sac, accessoires en cuir, pochette. On a Océane de l'Odec, qui fait le champ de l'émail, qui est céramiste, qui travaille beaucoup avec du grès, un peu de porcelaine. Et on a donc Julia Bell, qui est illustratrice et qui travaille principalement avec de la gravure et de la linogravure. Delphine Baffier. Oui. Vas-y. Tête en l'air, du coup elle est modiste de formation, elle propose tout ce qui est chapeau, accessoires de tête. Et toi, Hélène, donc couturière, qui à la base faisait des vêtements plutôt typés escalade dans ce milieu-là, mais qui s'élargit et qui propose tout type d'habits, pour hommes, femmes et enfants. Le concept de la boutique, c'est uniquement de la vente. On a vu là, des images, on n'a pas l'impression d'être dans un magasin, on va dire, classique, avec des rayons, avec quelque chose de marketé. Oui. Alors le concept, en fait, c'est qu'on est toutes les 5 artisans, créatrices à nos comptes, et on a tous nos ateliers à Grenoble ou aux alentours. Et l'idée de la boutique, c'est de monter un collectif d'artisans créateurs où, selon les jours où vous venez à la boutique, c'est soit l'une, soit l'autre que vous rencontrez et qui sommes là pour accueillir les gens et expliquer nos produits, nos métiers, nos savoir-faire et pour tenir la boutique. Vous êtes comme Mathieu, vous fabriquez tout sur oui, place, tout en tout cas en de Isère. A à Z, effectivement, oui. Et à la main, j'imagine. Et à la main. En fait, on part de l'envie, de l'idée, à partir de ça, du dessin, du patronage et puis le produit fini. Même Hélène, dans les vêtements, souvent on a tendance à les faire fabriquer ça dans des pays, on va dire... Non, même dans les vêtements. Bah là, on vous voit là. C'est quand j'avais l'atelier au même endroit que la boutique avant, ouais. Non, dessin, patronage, fabrication, ouais, je fais tout en petite série. Il y a un marché, il y a un modèle économique pour fabriquer et vendre des vêtements. Ça va faire 8 ans, donc oui. Vous arrivez à vivre de cette activité. Ouais, bien sûr. Ouais. Elisa parlait de vêtements qui, à la base, étaient inspirés du monde de l'escalade. J'imagine que SK, le nom de votre marque, ça vient de là. Je vais le dire comme ça, c'est raccourci, mais ça vient pas vraiment de là. Ah bon. Mais ouais, non. Mais oui, à la base, j'ai créé SK pour vraiment faire des vêtements d'escalade. Et petit à petit, je grimpe de moins en moins, on évolue, moi j'évolue avec. Et du coup, ça reste inspiré du monde de l'escalade dans le sens où ça reste des vêtements confortables à porter, résistants, mais avec une petite touche de féminité aussi. Voilà. Mais du coup, on peut à la fois retrouver quand même des modèles d'escalade et à la fois un peu de l'après-escalade qui reste confort. Mais... Alors là, vous nous avez amené quelques objets, donc j'imagine que ça, c'est les céramiques. Ça, c'est pas trop compliqué pour moi. Donc... De l'émail. le petit chapeau. Le chapeau en lin et en cuir de Delphine. Et puis donc ça, c'est les créations d'Elisa. Oui. Ouais. Et puis on a les gravures et... Alors c'est ce qu'on voit sur le plan large. Voilà, ça sont les gravures proposées également au sein du magasin. Vous fêtez votre anniversaire ce jeudi, 4 avril. Qu'est-ce que vous faites de particulier? Un gâteau géant pour vos clients? Un apéritif géant. Non, mais c'est l'occasion de revoir un peu tous nos clients et puis de fêter ça. C'est une belle aventure et puis d'accueillir aussi Julia Bell dans la boutique. Une nouvelle créatrice. La nouvelle créatrice. Il n'y a pas de créateur chez vous, non? Avec plaisir. Vous êtes ouvert aussi. Comme Mathieu, vous appelez à recrutement. Il faudrait pousser un peu les murs. Mais il y en a, il y en a. Dans notre milieu, il y a beaucoup de femmes. On n'est pas exclusif. Bon. Eh ben, longue vie en tout cas à la Chouette Dorée et puis bon anniversaire pour cette première bougie. Mathieu, j'espère que vous trouverez des couturiers ou des couturières pour poursuivre et développer l'aventure. Je crois que si vous exportez autant et qu'il y a un taux de croissance également conséquent chez Lightboats, donc vous avez de belles perspectives. Oui, surtout on est quasiment seul sur un marché comme ça. Alors le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'on peut avoir son propre bateau d'aviron. Les gens, ils ont tous une image positive vis-à-vis de l'aviron, mais personne ne veut essayer. Inaccessible. En fait, assez inaccessible. Et en fait, si vous voulez faire du kayak, tout le monde sait qu'on peut aller acheter un kayak, on peut commander un kayak. Un bateau d'aviron, les gens se disent, non, ça ne rentrera pas dans mon garage, ça c'est pour des clubs, il faut une remorque, c'est élitiste.
Donc oui, on a des grosses perspectives. Après, c'est quand même compliqué de produire en France à l'heure actuelle, en regard des coûts, et de vendre ensuite dans le monde entier. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour développer Lightboat et rester quand même basé dans notre vallée du Grésivaudan. Et puis, Patrick, je ne vous donne pas rendez-vous pour la 4e saison. On aura peut-être l'occasion de se recroiser d'ici là. On va donner rendez-vous à vos téléspectateurs pour qu'ils viennent assister aux différentes manifestations de la saison 3 sur leur territoire. Et dès ce dimanche, 7 avril, à Fort-Barreau, pour un partenariat avec la fin des Détours de Babel, un festival dont on a également parlé dans cette émission. Merci à tous les 4. On avait un public, des jeunes Vercors-Tamitoréens, je ne sais plus comment on dit, des jeunes du Vercors en tout cas, Activado, qui est un centre de loisirs de Lens en Vercors, qui sont venus assister aux coulisses de cette émission. Merci à tous et puis on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.